accueillons, et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir M. Edoui Plenel, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation pour nous offrir une conférence au cours de cette cérémonie de remise des diplômes. Vous le savez, Edoui Plenel est un journaliste politique français, porté peut-être sur l'enquête davantage que sur le commentaire. Je vais me contenter de vous donner quelques repères dans sa carrière particulièrement riche et qui est loin d'être achevée. Il a travaillé 25 ans au journal Le Monde, qu'il a dirigé de 1996 jusqu'en 2004. Il a ensuite fondé, avec d'autres journalistes, le site Mediapart, qui est un journal payant, accessible sur Internet, et qui est à l'origine, vous le savez, de nombreuses révélations d'affaires politico-financières retentissantes. Journaliste d'investigation, chroniqueur, professeur associé, Edoui Plenel est également un auteur prolifique. Il a en effet rédigé de nombreux essais, récits, reportages, très largement primés et récompensés. Pour vous donner une petite idée de sa production, on ne compte pas moins de 5 ouvrages depuis 2013 pour s'arrêter sur la période la plus récente. Le droit de savoir, 2013, Dire non, 2014, Pour les musulmans, 2014, La troisième équipe, Souvenir de l'affaire Greenpeace, 2015, Dire nous, contre les peurs et les haines, nos causes communes, 2016. Edoui Plenel est un journaliste engagé dans la défense de la liberté de la presse, véritable pierre angulaire de la démocratie, et notamment de la démocratie française, qu'il estime, qu'il juge, au gré de différents ouvrages, à bout de souffle, fatigué à force d'avoir été confisqué, ou paresseuse parce que le citoyen a pris l'habitude d'entendre les vérités qu'il souhaite entendre, sans remise en cause, sans cultiver le doute, sans déranger ses convictions ou ses certitudes. Monsieur le directeur, que l'on souscrive ou non à votre propos, que l'on adhère ou non à vos méthodes de journaliste d'investigation, cette culture du doute dans la recherche, dans la production de vérités de faits, ne peut être que parlante pour le juriste, qu'il soit universitaire ou praticien. Vous êtes, en tant que journaliste, et je vous cite, « au service du droit de savoir des citoyens afin qu'ils soient libres et autonomes, en leur apportant des informations d'intérêt public. » Dès lors, à l'évidence, dans cette révolution culturelle qu'est Internet, et dans cette volonté, dans cette pugnacité à défendre coûte que coûte la liberté de la presse, vous étiez le mieux placé pour venir ce soir nous présenter cette conférence intitulée « Le droit de savoir, son exigence démocratique et ses enjeux juridiques ». Je vais donc vous céder la parole sans plus attendre, en vous renouvelant mes remerciements au nom de la faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir à toutes et tous, monsieur le président de l'université, monsieur le doyen, merci pour vos mots aimables, mesdames et messieurs du corps enseignant, les étudiants et les étudiantes, leurs familles. Je vais donc essayer d'être au rendez-vous de cette présentation amicalement ironique, en rappelant la définition du journaliste par celui qui reste un petit peu comme le symbole du grand reporter dans la tradition française, Albert Londres, qui, quand il publia ses reportages sur les conditions faites par la France en Afrique occidentale française à la fin des années 20, où la France ne respectait pas les idéaux qu'elle proclamait sur le travail forcé, sur les conditions des populations locales, il fut beaucoup attaqué, alors qu'il n'était aucunement un révolté, ni même un radical. Simplement, il avait mis des réalités qui dérangent sous les yeux des dirigeants, des gouvernants, et en l'occurrence du parti colonial. Et il leur avait dit, d'ailleurs, si vous ne bougez pas, vous allez voir la suite et ce sera difficile. Dans une adresse au ministre des colonies. Mais la phrase que je voulais évoquer et qui sera un petit peu la musique du risque que vous avez pris en m'invitant, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Alors, merci et bravo pour cette audace d'avoir tant insisté, puisque déjà l'année dernière, vous aviez essayé de m'inviter, et je ne pouvais pas, d'inviter un ferment de désordre, un ferment de conflit démocratique, de discussion pour essayer d'élever un peu notre débat public. Vous avez évoqué Jean-Louis Debré, qui
en train de quitter ses fonctions de président du Conseil constitutionnel, il est parmi ceux qui, dans maintenant mes 40 années de journaliste, ont pu connaître ce rôle indispensable du journaliste. Quand il fut dans d'autres fonctions, où parfois même les juristes, même les magistrats, les avocats ont besoin de contre-pouvoirs. J'ai connu Jean-Louis Debré, jeune juge d'instruction, quand moi-même j'étais jeune journaliste d'enquête. Comme à l'époque, je crois qu'il a un lien avec la Savoie, j'ai connu celui qui a été le précepteur de Jean-Louis Debré, Pierre Mazot, à la demande de son père, Michel Debré, quand il n'avait pas de bons résultats. À l'époque, Pierre Mazot, qui figure du gaullisme, était chacun fait son chemin, était un jeune leader des étudiants anarchistes. Ça n'empêche pas qu'il enseignait le droit au cœur de celui qui a inventé cette constitution de la Ve République, qui est aujourd'hui sans doute au cœur de notre crise démocratique, tant elle réduit notre vie publique au choix d'un seul, avec toutes les conséquences, ce grand un, ce grand même, qui dévitalise ce que pourrait être une démocratie au sens politique, authentiquement libérale, authentiquement pluraliste, avec ses pouvoirs, ses contre-pouvoirs. Vous m'avez demandé un propos, et j'ai choisi évidemment cette question du droit de savoir, de ces enjeux démocratiques et de ces défis juridiques. Mais j'ai fait ce choix aussi parce que nous vivons à un moment, et je m'adresse surtout aux jeunes, aux étudiants, nous vivons à un moment assez rare, assez particulier, de tensions revendiquées depuis évidemment les événements dramatiques de l'année passée, entre ces deux mots, sécurité et liberté. Entre ceux qui, comme je vais essayer de le faire, disent qu'il ne faut pas faire le cadeau que réclament les terroristes, que réclame leur idéologie totalitaire, de justement céder sur l'essentiel, céder sur cela même qu'ils ont visé en assassinant un journal, en assassinant une jeunesse qui était sur des terrasses, qui dansait, qui se mélangeait, qui buvait, qui marchait, qui inventait son futur, et qui inventait son futur en revendiquant justement cette liberté, notre liberté, sans distinction d'origine, d'appartenance, d'apparence, de croyance. Et donc il y a ceux qui disent que ce que veulent les terroristes, qui font toujours la politique du pire, c'est évidemment que nous cédions sur cet essentiel. Que cet essentiel qu'ils ont blessé, nous-mêmes, nous le mettions en cause. Et qu'ils ne le veulent pas, au nom de la défense fondamentale de ces libertés. Et puis il y a ceux que je vais un peu discuter, qui nous disent que la sécurité est la première des libertés. Ceux qui, du coup, voudraient nous immobiliser dans cette injonction de sécurité, qui voudraient au fond ne pas voir que une société de liberté, justement, est une société où l'on n'est pas assigné, où l'on n'est pas immobile, où l'on n'est pas prisonnier. C'est une société qui fait de son ouverture une force, qui n'a pas peur de défendre cette ouverture, qui ne se replie pas, qui ne se recroqueville pas. Les temps que nous vivons, y compris d'un point de vue juridique, puisque la loi sur l'état d'urgence reprend donc un texte de 1955, sont des temps qui nous rappellent d'autres moments où une république, finalement, s'est perdue, où de nouvelles institutions ont été créées. Je parle évidemment de cette période de la guerre du Vietnam, puis de la guerre d'Algérie, de la chute de la 4e République, et nous convoquions les mânes de Michel Debré, et de la naissance de la 5e République. À cette époque, un homme qui, lui non plus, comme Albert Londres, n'était pas un révolté, un radical, mais était un homme de principe. Prix Nobel de littérature, membre de l'Académie française, chrétien, profondément chrétien, François Mauriac. Il tenait dans un journal, l'Express, un bloc-notes.
Et c'est à cette époque, en 1954 en l'occurrence, qu'il écrit ceci. « Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. Le jour du règlement de compte, c'est un chrétien qui parle, le jour du règlement de compte, nous ne serons pas accusés d'avoir parlé, mais de nous être tus. » En clair, Mauriac défendait en des temps sécuritaires, en des temps d'état d'urgence, en des temps de censure, l'Express était censuré, en des temps de méfiance vis-à-vis de l'indocilité, de la liberté de l'information. Et je rappelle que récemment, lors du vote de la loi sur l'état d'urgence qui a été à nouveau prolongée, un amendement a été proposé par nombre de députés pour maintenir des dispositions qui prévoyaient la censure préalable des médias, la possibilité que le pouvoir exécutif censure ce qu'il y a dans des journaux, dans des radios, dans des télévisions. Il s'en est fallu de peu, c'est-à-dire simplement du pouce mis en bas du président de la République via un de ses conseillers pour que cet amendement ne soit pas soumis. Je rappelle juste cette anecdote pour que nous ayons tous en commun, dans ce lieu où le droit est convoqué, cette idée que nos libertés sont bien fragiles si elles ne dépendent plus que du scrupule d'un seul. Et donc, Mauriac, Albert Londres, défendent cette idée que la liberté, l'indocilité, les révélations, les informations qui dérangent, qui bousculent, de la presse, des supports d'information, des médias, sont d'autant plus nécessaires dans des temps troublés, dans des temps où d'autres voudraient qu'il n'y ait plus de désordre, qu'il n'y ait plus de pluralisme, qu'il n'y ait qu'un bloc que l'on appelle union nationale, que l'on appelle union sacrée. Or, justement, ce sont dans ces moments-là, ces moments inquiétants, ces moments dangereux, ces moments parfois tragiques, qu'il nous faut savoir ce qui nous arrive. Car si nous cédons là-dessus, il peut nous arriver bien pire. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. Que s'est-il passé après les attentats de 2001 aux États-Unis d'Amérique, à New York, les 2 tours, ces attentats d'Al-Qaïda? Il s'est passé qu'un mensonge d'État, ancré dans un aveuglement idéologique, de déni de réalité, est devenu mensonge médiatique, y compris au cœur d'une presse dite de qualité, le Washington Post, le New York Times, et pas seulement Fox News, a créé une réalité qui est celle-là même qui nous frappe aujourd'hui. Cette politique de la peur, dans une prophétie autoréalisatrice, a créé les monstres qu'elle entendait combattre. Vous le savez tous aujourd'hui, grâce à des révélations journalistiques et grâce à une démocratie américaine moins lente que la nôtre pour avoir ce débat pluraliste, y compris de regarder en face ses propres fautes. Un rapport bipartisan du Congrès en témoigne. Il n'y avait aucun lien entre l'Irak de Saddam Hussein et Al-Qaïda. Aucun lien idéologique, aucun lien religieux, aucun lien politique, aucun lien militaire, aucun lien financier. Et il n'y avait pas d'armes de destruction massive dans le régime de Saddam Hussein. Et c'est ainsi qu'un pays souverain, pour la première fois depuis les grandes conquêtes coloniales, fût-il celui d'une dictature, dont le peuple n'avait déclaré la guerre à personne, a été envahi. Et c'est ainsi que son État a été détruit. Et c'est ainsi que sa société a été en profondeur brutalisée. C'est une université américaine qui en a fait la statistique. 2003 à 2011, 8 ans d'occupation, de présence de la coalition américaine en Irak, 500 000 morts. C'est un pays qui a à peu près la moitié des habitants de la France, 32-33 millions d'habitants. C'est comme si nous nous parlions avec 1 million de morts derrière nous. Vous imaginez ce que cela a signifié comme violence dans cette société qui a créé les monstres qui nous frappent, c'est-à-dire l'organisation dite État islamique, dont les cadres militaires, sécuritaires, sont non pas religieux, mais sont d'anciens, souvent,
d'anciens cadres de la dictature du parti Baas, pourtant laïque, de la dictature de Saddam Hussein. Un pays qui est au cœur d'un enjeu terrible dans cette région. Nous avons connu cela il y a quelques siècles entre catholiques et protestants, d'une guerre de religion potentielle que cette faute a évidemment précipité entre sunnites et chiites, puisque l'Irak est le seul pays arabe à majorité chiite. Je rappelle tout cela parce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, de comprendre. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, et vous l'avez dit, de ne pas renoncer à l'intelligence. Et c'est un enjeu qu'il nous faut tous ensemble défendre, citoyens, étudiants, enseignants. Je trouve qu'il est terrifiant d'entendre au XXIe siècle une haute autorité politique, en l'occurrence c'est le chef du gouvernement, expliquer à plusieurs reprises que expliquer, c'est déjà un peu excuser. En clair, faire l'éloge de l'ignorance, car intelligence, intelligere, veut dire comprendre. Comprendre, ce n'est évidemment pas excuser, c'est simplement prendre la mesure des choses, des dangers, des causes, du passé, de l'histoire, pour pouvoir inventer des solutions dans le futur. C'est faire fond sur le savoir, sur la connaissance. Des savoirs académiques, il suffisait de consulter un spécialiste de la géopolitique irakienne pour comprendre qu'il n'y avait aucun lien évidemment entre Al-Qaïda et l'Irak, et que le vrai foyer était l'Arabie saoudite, qui est toujours, hélas, notre allié aujourd'hui. Mais il suffisait de faire cela, comme aujourd'hui, il faut non seulement avoir ce savoir académique, intellectuel, mais il faut aussi avoir ce savoir sur le présent. Lequel présent est encombré de passé? Il nous faut des journalistes indépendants qui enquêtent pour justement comprendre ce qui nous arrive. Comprendre pourquoi il y a des fiascos sécuritaires, comprendre pourquoi des personnes basculent dans ces idéologies totalitaires, comprendre pourquoi on a échoué alors qu'ils étaient repérés. Il nous faut comprendre pourquoi, pour que ça ne se répète pas. Donc, cet éloge de l'ignorance, expliquer, c'est déjà excuser, cet appel à ne pas vouloir comprendre, est un appel à ce que nous renoncions nous-mêmes à contrôler, en tant que peuple souverain, ce qui est fait en notre nom. Surtout dans un moment dangereux, dans un moment où il y a des risques, dans un moment où l'exemple américain le prouve, l'exemple de la présidence de George W. Bush, on ne peut pas aveuglément faire confiance à ceux qui nous dirigent pour trouver la réponse. Et certainement pas trouver la réponse tout seul, sans qu'il y ait de délibération, sans qu'il y ait d'échange. Je dis cela parce que nous sommes au cœur d'enjeux qui sont non pas des défis qui devraient accabler une jeunesse, mais qui, au contraire, devraient la mobiliser. La jeunesse de notre pays, dans ce pays, ce n'est pas mon propos de le redévelopper, qui est en effet pour moi, pour 36 raisons, une démocratie de basse intensité, dont la culture démocratique est trop fragile, et nous en sommes comptables, nous en sommes responsables. Ce pays vit aujourd'hui, comme d'autres, mais plus particulièrement que d'autres, un moment de défi historique, où se cumulent toutes sortes de défis de transition, et où, au fond, notre jeunesse a rendez-vous par rapport à des générations, dont la mienne, qui ont failli peut-être à trouver des réponses durables aux défis économiques, aux défis sociaux, aux défis écologiques, aux défis démocratiques, aux défis de civilisation, pourrait-on dire, dans ce moment de civilisation globale. Eh bien, pour une jeunesse, loin de l'accabler, il faut se dire qu'elle a, pour moi, l'occasion, non pas de répéter, mais d'inventer son histoire. D'inventer son histoire et, pour vous, juristes, dans un moment où la question du droit, la question de l'autonomie du droit, la question de l'indépendance du droit par rapport au pouvoir exécutif et à ses raccourcis, devient une question essentielle, devient une protection essentielle pour que nous puissions inventer des réponses. Nous sommes dans un moment, avec la révolution numérique, où une utopie formulée en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme est devenue à portée de main, une utopie démocratique. À nous d'y trouver la réponse, d'y trouver le mode d'emploi. C'est l'article 19
qui dit que tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, mais la suite est la plus importante, ce qui implique le droit de chercher, un moteur de recherche, Google, recevoir un lien hypertexte, un mail, répandre, diffuser sans frontières, c'est écrit, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Nous sommes dans ce moment où ce qui a été formulé il y a 5 siècles, technologiquement, est une potentialité aujourd'hui. Et ce fut au cœur d'ébranlements d'autres sociétés, même si ce moment a été suivi de contre-révolutions. Je pense évidemment à ce qui s'est passé autour de la Méditerranée, avec les réseaux sociaux, avec toute une société, toute une jeunesse qui s'est levée. Et ce n'est pas parce que son moment est entravé par d'immenses régressions, d'immenses contre-révolutions, que ce mouvement ne va pas continuer. Et donc, je cite ce premier article de cette Déclaration universelle, dont je rappelle qu'elle aussi, elle a un article 15, je viens de citer l'article 19, qui résonne curieusement avec notre actualité, avec ses raccourcis, avec ses politiques de la peur qui voudraient que l'on ne pense plus, que l'on ne réfléchisse plus, où ils sont dans une fuite en avant, où ils vont de plus en plus nous entraîner au bord du gouffre, en trouvant de fausses parades, qui sont des parades pour se protéger eux-mêmes et ne pas regarder en face ce qui a échoué, ce qu'il faudrait faire comme réponse durable. Vous aurez compris que je parle évidemment de la remise en cause, même si on sait que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas vocation contraignante, de la remise en cause de cet article 15, issu dans sa formulation de la catastrophe européenne, de guerre mondiale, de cortège d'exilés, de cortège de réfugiés, de production d'apatrides, de gens ayant perdu quoi? Ayant perdu ce droit d'avoir des droits qui est attaché à la citoyenneté politique, au fait d'avoir une nationalité. Eh bien, ce saut dans notre débat public a été fait, il est toujours là, il est toujours pendant, il est aux mains du Sénat. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 15, dit « Tout individu a droit à une nationalité ». Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Je rappelle ce contexte avant d'aborder les 3 points que je vais rapidement exposer. Je rappelle ce contexte parce que c'est le défi qui est devant nous tous, et notamment devant les plus jeunes d'entre nous. C'est un moment historique. Entre progrès et régrès, entre soit prendre la complexité et les défis du monde pour y apporter de nouvelles réponses qui soient à la hauteur du meilleur de notre tradition, et les robes de ce soir rappellent que la tradition a du sens, le meilleur de notre tradition démocratique, de notre invention démocratique, de ce qui nous permet de faire chemin, de ne pas être immobilisé, de ne pas être recroquevillé, ou bien à l'inverse, d'aller, comme ce fut le cas de la démocratie américaine après 2001, au bord du gouffre et d'entraîner en conséquence, car c'est bien ce qui s'est passé avec la faute américaine, d'entraîner le monde dans d'autres gouffres. J'ai été un peu long dans cette gravité introductive, mais vous l'avez dit, je suis journaliste et forcément il y a toujours un peu des questions d'actualité. J'en viens néanmoins aux 3 points qui sont au cœur de ce que je voulais vous dire ce soir. La question de l'exigence démocratique, la question du droit à l'information et la question de ces défis à l'heure du numérique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je commence toujours comme ça parce que, au fond, comme si c'était une idée si vieille, bien sûr qu'elle est si vieille, mais dans sa réalité concrète, elle n'est pas si vieille chez nous. Comme si ce n'était pas une idée fragile, comme si ce n'était pas une idée qui pourrait être remise en cause. Il est bon de se rappeler, non pas la démocratie de manière technique, mais la démocratie comme idéal. Il est bon de se la rappeler justement dans un moment où l'on dit que nos sociétés, trop avides, consommatrices, dépensières, aveugles sur leur lien à la nature, sur les grandes crises essentielles qui menacent, où l'espèce humaine se met en péril elle-même en mettant en péril la nature elle-même, de se rappeler cette question de l'idéal démocratique.
y compris notamment vis-à-vis d'une jeunesse à qui, si nous ne lui offrons pas un idéal, eh bien, une jeunesse ne peut pas vivre sans idéal. Elle en trouvera d'autres, quitte à trouver des chemins de fierté qui sont des chemins de perdition. La démocratie comme idéal, c'est-à-dire comme promesse toujours inachevée, comme horizon, un peu comme dans une randonnée où on s'élève, où on sort du marécage pour avoir un peu d'air, pour avoir un peu de respiration, pour avoir le point de vue. C'est, de manière littérale, le régime de n'importe qui. Sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège de diplôme, sans privilège de condition aucune, d'origine, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de débattre, j'ai le droit de protester, le droit de réunion, le droit de manifester pour mes opinions est un droit fondamental. J'ai le droit de voter et j'ai même au scandale le droit potentiel de gouverner, c'est-à-dire d'être candidat et d'être élu. Vous voyez bien qu'ainsi définie, la démocratie est une idée toujours neuve. C'est une idée qui aura toujours devant elle des tentations oligarchiques, des tentations de confiscation, parfois avec les meilleures intentions du monde et parfois, hélas, dans des moments plus corrompus, dans des moments plus bas, dans des moments plus fragiles, avec évidemment des motivations intéressées. J'ai une bonne origine, j'ai les moyens sociaux, économiques, j'ai la culture, les diplômes, j'ai les relations, je saurai mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Cette tentation de dire à la place du peuple ce qu'il mérite et de se méfier de la délibération du peuple, de son expression délibérative, y compris de nouvelles formes démocratiques qu'à l'ère du numérique, nous sommes sommés d'inventer. D'autres modes de délibération qui ne sont pas forcément le mode simple de la désignation de représentants et que tous les moments d'invention démocratique ont connu, évidemment. Dire cela, c'est poser du coup une question centrale. Si la démocratie, c'est ce régime de n'importe qui, comment arriver à ce que ce n'importe qui puisse concrètement vivre, concrètement pouvoir être à la hauteur de cette promesse? Et c'est là qu'on tombe sur la question de l'information, du savoir, du droit de savoir, qui est parallèle à la question de l'éducation. Et d'ailleurs, les deux questions vont marcher ensemble dans les conquêtes républicaines. Car pour être ce citoyen du n'importe qui, j'ai besoin de lire, d'écrire, j'ai besoin de pouvoir lire le journal, mais j'ai besoin aussi d'avoir des nouvelles. J'ai besoin de savoir ce qui est fait en mon nom. J'ai besoin de connaître ce qui est d'intérêt public. La grande révolution et si longue révolution parlementaire britannique qui précède la Révolution française, elle a deux événements fondateurs au XVIIIe siècle. C'est qu'on puisse assister et rendre compte de la réunion des communes, et des publicistes à cette époque passent au pilori ou font des ruses pour ne pas être dévoilés, pour arriver à rendre compte. Si on délibère de la chose publique, ce doit être public. Et deuxièmement, eh bien, les comptes doivent être publics, open the books. Nous devons savoir ce que vous faites de l'argent, de notre argent. Ces batailles principielles sont des batailles d'aujourd'hui. Dans la crise avec la Grèce de l'an dernier, vous avez vu que la question du secret des délibérations de l'Eurogroupe, de l'absence de compte-rendu de l'Eurogroupe, de l'absence de statut juridique même de l'Eurogroupe, sont des questions qui sont au cœur de notre avenir commun, puisque l'Eurogroupe décide l'avenir de notre monnaie commune. C'est ce qu'a mis en évidence celui qui était ministre des Finances de la Grèce, Yanis Varoufakis, quand ils lui ont dit « Vous avez voté ce que vous avez voté à un référendum, vous devez sortir de notre réunion. » Et il a demandé « Mais au nom de quoi ?» Et on lui a dit « Désolé, le président peut faire ce qu'il veut, car l'Eurogroupe n'existe pas. Il n'a pas de statut juridique. Et donc, il n'y a pas de compte-rendu, comme on fait des comptes-rendus diplomatiques qui permettent de se dire à la 6e heure de la réunion qui a duré 10 heures, tel ministre a dit ceci et tel autre a répondu cela, et qui permet de comprendre ce qui est, encore une fois, décidé en notre nom sur cette réalité très concrète, cet équivalent général qui est une monnaie commune. Et donc, cette question du droit de savoir n'est pas une question annexe
La démocratie, ce serait qu'on puisse choisir des gouvernants, et puis s'ajoute le fait qu'on peut exprimer des opinions et on a besoin d'informations. C'est une question fondamentale. Et comme nous sommes trop oublieux, et les historiens sont présents de notre passé, et notamment ces gouvernants qui ne gouvernent qu'au présent, dans une sorte de présentisme, de présent monstre, où ils partent à l'immédiat et ils prennent leurs urgences pour l'essentiel au lieu de s'occuper de l'urgence de l'essentiel, ce sont des politiques oublieux. Et dans un contexte comme celui que nous vivons, nous devons en permanence ressourcer notre réflexion auprès de notre histoire. Quand on passe place de la Bastille à Paris, on voit une colonne, la colonne de Juillet. La plupart des gens, quand ils ne croient pas que c'est la Bastille de 89 et non pas les Trois Glorieuses des 27, 28 et 29 juillet 1830, mais la plupart des gens oublient que les 500 dépouilles qui sont dans la crypte au pied de cette colonne, ce sont des artisans, des ouvriers du faubourg Saint-Antoine qui sont morts pourquoi ? Pas pour les salaires, pas pour les retraites, pas pour des questions sociales qui ne sont pas du tout mésestimables. Non, ils sont morts pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui voulaient faire régresser une liberté de la presse qui était déjà bien fragile. Et nous citons souvent Victor Hugo, nous en sommes fiers, et nous oublions comment Victor Hugo, sous la Deuxième République, face à une assemblée républicaine conservatrice sur ces questions qui n'ont pas d'étiquette. Il y a des défiances à droite comme à gauche sur cette question qui est au cœur d'un idéal politiquement libéral, c'est-à-dire d'une vision de liberté, de la radicalité démocratique au sens de prendre les questions à la racine. Eh bien, interpellant ces républicains, c'est Victor Hugo qui est obligé de leur dire « Écoutez, phrase qui choquerait encore aujourd'hui des élus, en lui disant « Mais la démocratie, la République, c'est d'une main, on vote, mais de l'autre, on est informé. Et les deux sont indissociables. Je ne peux pas voter si je ne suis pas bien informé. Ou sinon, je peux voter, mais me tromper, mais m'égarer. » Et il met à égalité des sens différentes. Dans un cas, il y a un vote qui choisit les représentants. Et dans l'autre cas, il y a une réalité qui a sa propre autonomie, sa propre indépendance, sa propre liberté, ses propres excès, ses propres bousculades, mais qui est une condition essentielle à la vitalité de l'autre. Cette question est importante parce que quand nous voyons les troubles d'autres pays qui ont essayé depuis 2011 en Tunisie de se dresser au nom des mêmes idéaux, parlant la même langue que nous, demandant la dignité, la justice, le droit, la liberté, l'égalité, et qui aujourd'hui sont confrontés à des régressions dictatoriales ou obscurantistes, nous oublions, en regardant un peu comme ceux qui sont un peu repus, le long chemin qui fut le nôtre. Et le long chemin entre la Restauration, 2 empereurs, et le fait de mettre près d'un siècle pour arriver à cet énoncé, celui de 1881, la loi sur la liberté de la presse, contemporaine des grandes lois scolaires, cela allait ensemble, et dont l'article 1er, on l'oublie trop, fut à ce moment-là, quand il est sorti tout d'un coup, après tant de régressions françaises, tant de retard français, comme un bond, comme la loi la plus radicalement démocratique de son époque. L'article 1er, vous le savez, de cette loi, celle qui est sur les murs, qui a l'air d'interdire, mais qui est d'abord une loi de liberté, une grande loi républicaine, l'imprimerie et la librairie sont libres. Point. Il n'y a pas le sauf qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme, où l'on sent encore en 1789 cette méfiance à l'égard de cette liberté indocile. Non, l'imprimerie et la librairie sont libres. Vous pouvez imprimer ce que vous voulez, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Alors bien sûr, cela va créer aussi une très mauvaise presse. Il y aura une presse antisémite, raciste, violente, de faits divers, de racolage. Il y aura cela sous la Troisième République. Mais en face, il y aura une autre presse. Il y aura une bataille. Et au bout du compte, la bataille sera gagnée. Les questions des droits des journalistes vont être posées. La bataille de l'affaire Dreyfus sera une bataille d'opinion qui sera gagnée avec justement la presse et le recours à la presse contre la libre parole qui disait la France aux Français et qui était la tribune du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme à cette époque. Et donc il y a eu ce pari sur la liberté. Se dire que la liberté n'est pas une fragilité, c'est une force.
La Troisième République n'a pas seulement échappé avant 1914 à la sortie de la crise morale de l'affaire Dreyfus, mais aussi du boulangisme, aussi d'une possible régression. Parier sur la liberté. Et vous voyez bien quelle rupture c'était. On sortait d'un siècle où il fallait l'autorisation préalable, il fallait la caution, le cautionnement, mettre une somme d'argent avant de faire un journal. Et il y avait toutes sortes de formes de censure. Faites écho à ça et à cette histoire-là en pensant à aujourd'hui, en pensant au débat d'aujourd'hui, y compris dans les lois récentes qui ont été votées, la loi antiterroriste ou la loi de surveillance générale, qui sont des lois qui se méfient du nouvel univers de l'information, qui pensent qu'il faut toutes sortes de contraintes préalables, plutôt que d'essayer, je vais y revenir, qu'essayer de tirer vers le haut dans l'invention d'un nouvel écosystème démocratique. Et donc, cette exigence démocratique, elle a au cœur cette liberté-là, qui n'est pas une liberté seconde, quoi qu'on pense des journalistes, de leur qualité, de leurs défauts, de leur corruption, de la déception. Mais je parle non pas du corps professionnel, je parle profondément de ce droit fondamental. Du coup, nous arrivons à mon avant-dernier point. Cette question a permis de poser une question nouvelle et qui est encore plus importante aujourd'hui avec la révolution numérique. Monsieur le doyen y a fait une allusion tout à l'heure en employant cette formule que j'ai un peu popularisée des vérités de fait au cœur du droit de savoir. Cette idée que le journalisme, l'information, ce n'est pas l'opinion. Chacun a des opinions. Et c'est simplement le fait que le mode médiatique ancien faisait que le journaliste devenait celui qui, au fond, monopolisait un droit qui est celui de tous les citoyens. L'éditorialiste, le chroniqueur, exprimaient, comme un ventriloque, c'est eux qui exprimaient l'opinion des citoyens. Mais la liberté d'opinion, la liberté d'expression est une liberté qui n'est pas une qualité professionnelle. Elle appartient à tous. Et aujourd'hui, avec le numérique, pour le pire comme pour le meilleur, nous retrouvons la possibilité, nous tous, le n'importe qui, d'exprimer nos opinions. Nous n'avons plus besoin de la médiation du journaliste. Et c'est une très bonne chose, car cela ramène les journalistes à leur juste place. Ça les ramène là où ils doivent être. Non pas comme des professeurs d'idéologie, d'opinion, de conviction, mais comme des artisans de ces petits faits vrais. Comme ceux qui nous permettront de comprendre la réalité. Et de la comprendre, y compris en nous montrant ce qu'on ne veut pas nous montrer. George Orwell disait déjà, l'auteur de 1984 et de La ferme des animaux, qu'est-ce que c'est qu'une information ? C'est ce que les pouvoirs ne veulent pas rendre public, ne veulent pas voir publier. En revanche, tout le reste, c'est de la communication, et la communication, elle est légitime, on a le droit de communiquer, de rendre compte de son activité. Mais notre rôle à nous, journalistes, c'est d'apporter ces éléments qui vont faire sens, qui vont rendre intelligible, qui vont compléter le puzzle, qui sont ces vérités de fait. J'insiste parce que une grande philosophe qui n'est pas indifférente à ce que je vous citais tout à l'heure à propos de la question du droit à avoir une nationalité, la philosophe qui a pensé la catastrophe du XXe siècle, Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, livre dans lequel elle pose cette question du droit fondamental à avoir une nation, car l'humain ne perd pas des droits d'humain, mais en revanche, s'il perd la citoyenneté, il perd tout droit politique, donc le droit d'avoir des droits. Et elle racontait comment le fait d'avoir détricoté quelque part ce droit de la nationalité, d'avoir introduit cette idée de la purification nationale, du fait de mettre de côté ce qui n'est pas tout à fait national, ce qui est bi-trinational, ce qui est étranger, ce qui vient de l'étranger, ce qui a des ascendances étrangères, a été le poison par lequel les idéologies totalitaires qui ont ravagé l'Europe et le monde se sont glissées au cœur des États-nations
démocratique dans la première moitié du XXe siècle. C'est pour ça que je rappelle solennellement ce point, car c'est la question que nous avons devant nous, qui n'est évidemment pas une question d'efficacité face au terrorisme, mais qui est une question de quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes. Et est-ce que nous levons une barrière avec, au fond, le poison des nations identitaires par rapport à l'idéal républicain où une nation est composée de personnes, de citoyens, quels qu'ils soient, sans distinction d'origine, de naissance, de croyance, d'appartenance, d'apparence, etc. Or, Hannah Arendt est la même qui va publier un manifeste philosophique sur le journalisme qui s'appelle « Vérité et politique », où elle opposera les vérités d'opinion et les vérités de conviction, si vous voulez, et les vérités de fait. Elle dit les vérités d'opinion ne seront jamais menacées dans notre monde. Et il suffit de naviguer sur la toile pour les voir, le cerveau humain en produira toujours. Elles peuvent être de conviction rationnelle, elles peuvent être de préjugés, elles peuvent être d'aveuglement idéologique, elles peuvent être séduisantes, elles peuvent être terrifiantes. Et c'est là qu'elle dit, attention, un écosystème démocratique, c'est celui où au cœur du débat d'opinion, nous nous donnons les moyens, conditions de pluralisme, conditions de respect du rôle de l'information indépendante. Nous nous donnons les moyens qu'au cœur du débat d'opinion, il y ait les vérités de fait. Et elle dit, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, notre monde n'est plus un monde commun. Et il y a une résonance très forte avec les tentations d'aujourd'hui. Elle dit, si ce n'est pas le cas, ce sera mon opinion contre ton opinion, sans raisonnement informé, sans données informées. Et du coup, ce sera mon identité contre ton identité, ma religion contre ta religion, ma croyance contre ta croyance, mon origine contre ton origine. Et dans ce texte, elle pose cette question de la responsabilité démocratique fondamentale des journalistes et évidemment de l'exigence que l'on doit avoir vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que cette question est au cœur de nos batailles juridiques aujourd'hui. Nous avons, grâce à la loi de 1881 en France, une jurisprudence formidable qui, vis-à-vis du journaliste, lie la question du respect des autres libertés à sa pratique professionnelle. Un journaliste, quand il est poursuivi en diffamation, il s'en sort exceptionnellement par l'offre de vérité, en disant « ce que j'ai écrit est vrai », et je le mets sur la table, et c'est très rare. J'ai obtenu une fois une décision dans une de mes premières enquêtes allant dans ce sens, l'affaire des Irlandais de Vincennes, c'est-à-dire que même si c'est encore à l'instruction, même si le journaliste arrive à faire la preuve que ce qu'il a écrit est vrai. Il est évident que c'est très difficile quand il s'agit d'affaires où on se bat, où il y a la présomption d'innocence et vous avez écrit des choses où quelqu'un considère que vous avez diffamé. Comment on s'en sort quand on travaille correctement? C'est en ayant respecté les 5 conditions de la bonne foi. Et il est intéressant de se rappeler ce que ça signifie. Légitimité du but poursuivi, le fait que ce soit d'intérêt public. Sérieux de l'enquête, le fait d'avoir documenté, travaillé. Respect du contradictoire, le fait d'avoir appelé et sollicité l'avis des personnes qu'on met aux causes. Absence d'animosité dans l'écriture et absence d'animosité personnelle, c'est-à-dire de règlement de compte avec la personne. Rappeler ça, c'est rappeler une jurisprudence qui est aujourd'hui de plus en plus contournée, où on nous poursuit non pas sur ce que nous avons écrit, non pas en diffamation, mais on essaye de nous attaquer à côté. De nous attaquer avec un délit que l'actuelle majorité avait promis de supprimer, comme d'autres, qui est le délit de recel. On nous attaque pour avoir recelé le délit de quelqu'un d'autre. Or, vous voyez bien que pour publier une information d'intérêt public sur quelque chose de délicat, très souvent, nos sources s'appuient sur des documents qui eux-mêmes proviennent du secret des affaires, proviennent du secret défense, voire, et c'est le cas de l'affaire Bettencourt, du secret de l'intimité de la vie privée. C'est là où le juge a un rôle très important. Mais c'est là où c'est une bataille, y compris au cœur de la magistrature aujourd'hui. Entre le fait qu'il y a ce droit fondamental, qui n'est pas au-dessus d'autres libertés fondamentales, notamment de liberté individuelle, mais il faut arbitrer ce conflit de droit. Et arbitrer ce conflit de droit en se disant que la démocratie, c'est-à-dire la vie publique,
doit être parfois un motif prépondérant par rapport à d'autres précautions. Le cas de l'affaire Bettencourt, où le dernier jugement nous est favorable après une censure qui elle-même est devant la Cour européenne des droits de l'homme, et maintenant un appel du parquet qui, malgré sa défaite, veut absolument remettre cette affaire, est significatif. Jamais nous n'avons été poursuivis sur le fond de nos révélations. Jamais. En revanche, nous sommes poursuivis pour recel de violation de l'intimité de la vie privée, qui est celle du majordome, dont il est établi qu'il ne s'est pas enrichi, qu'il n'a pas profité de son acte, et qu'il a fait son acte, comme il le revendique, pour répondre à un état de nécessité qui était celui de sa patronne, entourée de personnages dont certains ont un lien avec la Savoie et les frères de Maistre, dont la statue est au cœur de votre ville. Et donc, dans cet enjeu, il y a cet enjeu de ne pas contourner ce droit fondamental. Nous avons des comptes à rendre, mais nous devons les rendre dans cette enceinte-là, à la loyale, qui est celle du droit de la presse, du droit de savoir, du droit à l'information. J'en viens à mon point de conclusion, je suis déjà un peu long, sur les défis du numérique. Tout ce que j'ai dit, quand je parle d'une tradition qu'il faut convoquer dans la modernité, résonne évidemment avec cette troisième révolution industrielle de notre modernité, machine à vapeur, électricité, numérique, à chaque fois un ébranlement technologique, ébranlement géopolitique, ébranlement culturel, rétrécissement du temps et de l'espace, mouvement, déplacement, défis, déstabilisation, crise, décadence, renaissance. On peut s'intéresser à la séquence fin 18e, début 19e, jusqu'au romantisme, à la séquence Belle Époque, fin 19e, début 20e, jusqu'à la catastrophe, comme à notre séquence fin 20e, début 21e. Nous revivons un temps du même enjeu, et où nous avons le même défi entre possibilité d'une régression, par peur, par crainte, ou au contraire, choisir un chemin d'élévation démocratique où, au fond, nous apportons de nouvelles réponses démocratiques. Le numérique est une arme de savoir formidable. C'est un lieu de connaissance, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de partage, c'est le lieu, justement, de ce n'importe qui. Notre enjeu, c'est comment faire que ce n'importe qui ne soit pas du n'importe quoi. Comment il ne produise pas du n'importe quoi. Et c'est, au fond, ce que nous essayons de démontrer à travers un laboratoire comme Mediapart, à travers un journal qui est finalement radical dans ce qu'il a choisi comme modèle, ne vivent que de ses lecteurs, aucun argent public, aucune publicité, et d'être totalement participatif, totalement indépendant, et d'être aussi la démonstration que le numérique ne signifie pas l'instantanéité, ne signifie pas les formats courts, ne signifie pas le divertissement, ne signifie pas l'oubli. Au contraire, que le lien hypertexte permet de faire des dossiers, permet d'avoir la mémoire de tout ce qui nous arrive. C'est cette bataille qui est là devant nous, qui est une bataille pas seulement dans notre pays. J'ai participé à un rapport parlementaire pour un nouvel âge démocratique d'une commission droit et liberté à l'âge du numérique, 13 parlementaires, 13 membres de la société civile. C'est un des événements rares de cette dernière législature. Aucune des recommandations de ce rapport multipartisan, où nous avons créé une majorité d'idées. Il y avait évidemment des parlementaires de droite, de gauche, du centre, écologistes et d'autres. Et nous, acteurs de la société civile, nous avons réussi à amener tout ce monde parlementaire à penser pareil, et les juristes y étaient en force. Ce rapport, qui a émis, comme l'ensemble des défenseurs des droits humains, des avis critiques sur toutes les emballées des lois récentes qui ne nous ont pas protégés, loin de là, ce rapport est là, il est disponible, il contient toutes ces propositions-là. Mais il suppose une volonté politique de hauteur. Il suppose de ne pas simplement vouloir parer à l'immédiat. Se dire qu'un nouvel âge technologique, industriel, géopolitique comme le nôtre appelle un nouvel âge démocratique et non pas du tout une régression démocratique. Quand nous avons lancé Mediapart, j'avais mis ce journal dans le manifeste Combat pour une presse libre
à l'enseigne j'ai convoqué Mauriac, j'ai convoqué Albert Londres, d'un journaliste qui fut aussi un écrivain, puisqu'il s'agit d'Albert Camus, l'écrivain français le plus lu dans le monde du XXe siècle. Camus a été journaliste à Combat, justement. Et créant Combat à la libération de Paris, après cet spectacle où, pendant 4 ans, la majorité de nos élites économiques, politiques, journalistiques, intellectuelles, commerciales et autres ont accepté la majorité, l'avilissement national, il dit « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, il parle du combat de la résistance, du combat clandestin, était d'élever ce pays en élevant son langage. » Et j'ai toujours cité cette phrase comme une phrase qui dit cette question. Je vous ai parlé de l'horizon tout à l'heure, de l'idéal, c'est-à-dire cette quête de hauteur dont nous avons besoin à nouveau, de ne pas rester dans le marécage, de ne pas rester dans la quête de bouc émissaire, être comme des lapins dans les phares par la peur, les haines, les virulences. Essayer de défendre cette hauteur-là. Et il se trouve que des écrits libertaires de Camus ont été publiés récemment par la même maison d'édition qui avait publié le « Indignez-vous » de Hessel. Et j'y ai retrouvé un texte de Camus où il rendait hommage en 1955, la même période qui résonne avec nos temps d'état d'urgence, à un journaliste de pays d'état d'urgence et d'état d'exception prolongé, voire interminable, c'était en Amérique latine. Et c'est un journaliste de Colombie, qui fut même président de la Colombie, Eduardo Santos, et qui était le directeur d'El Tiempo, qui fut à cette époque-là arrêté, censuré et réprimé. Et Camus dit ceci, que j'ai trouvé il y a juste ce week-end en pensant à vous. « La presse libre peut sans doute être bonne ou mauvaise, mais assurément, sans la liberté, elle ne sera jamais autre chose que mauvaise. Sans la liberté, elle ne sera jamais autre chose que mauvaise. La liberté, ajoute-t-il, et là, ça va au-delà de la presse. Ça va avec nos débats d'aujourd'hui. Nos débats, et je le rappelais tout à l'heure à certains enseignants, où quand même le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'ensemble des organisations des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, l'ensemble des associations, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le représentant du Conseil de l'Europe, l'ensemble des connaisseurs de ces questions, les avocats, la Cour de cassation elle-même, l'ensemble des acteurs des questions du droit. On dit depuis des mois que nos gouvernants actuels, sur ces questions d'état d'urgence devenu état d'exception et de déchéance de nationalité, faisaient fausse route. L'ensemble, ils l'ont dit. Et rien n'a bougé. Alors évidemment, la Cour de cassation, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ça n'appelle pas à des journées d'action, ça ne crée pas des rapports de force dans la rue, mais vous voyez bien quel est ce moment d'alarme où le droit pour vous, les jeunes, ne devient pas seulement une discipline, un métier, devient aussi un engagement démocratique. Où dans le métier que vous allez choisir, là, vous allez retrouver aussi un idéal. Alors Camus, pour vous accompagner, la liberté n'est rien d'autre que la chance d'être meilleur, tandis que la servitude est l'assurance du pire. Merci de votre patience.